Donc réunis pour un débat autour des thématiques du robot et des cobots. Avec moi, nous avons trois spécialistes du domaine. Avec à ma gauche, Monsieur Morvan, qui est chef de projet automatisation robotique chez Doran International. À sa gauche, vous avez donc Monsieur Gabriel Audry, qui est spécialiste des automatismes du contrôle chez Renault, Nissan, Mitsubishi. Et à l'extrémité de la table, Monsieur Gibaru, professeur aux arts et métiers, et qui est donc chercheur dans le domaine de la cobotique, robotique, etc. Donc, c'est des personnes qui ne sont aucunement fournisseurs de matériel et surtout des utilisateurs, donc ils vont pouvoir témoigner d'une part, quelle est la réelle différence entre les robots actuellement et les cobots et ceux qui sont des robots industriels classiques qui pourraient, dans certaines circonstances, travailler en collaboration, et ils vont donner leur retour d'expérience par rapport à des applications concrètes. Donc d'abord, on va laisser Monsieur Morvan présenter un peu en quelques mots son entreprise et en quoi et pourquoi ils ont déployé des robots collaboratifs. Bonjour à tous, donc Axel Morvan, ingénieur robotique chez Doran International. Donc Doran International est une entreprise qui fabrique du matériel de perfusion. Donc le but des robots collaboratifs est de procéder justement à l'assemblage de ce matériel de perfusion. Donc l'entreprise a acquis 2 robots et nous avons choisi de les intégrer donc dans une application nous-mêmes, puis dans un second temps, nous avons choisi de faire appel à un intégrateur. Est-ce que c'est la première fois que vous déployez des robots ou c'était des robots qui étaient déjà existants et que vous avez installés sur des applications en fait plutôt collaboratives? Alors c'est la première fois effectivement que nous déployons des robots dans l'entreprise et donc nous avions choisi de nous orienter vers des robots collaboratifs puisque donc a priori ils étaient plus simples à déployer. Et donc à vous de vous présenter. Alors moi je suis donc Gabriel Audry, vous l'avez entendu, je suis expert sur les moyens automatisés et contrôle et je vais préciser sur la partie montage des véhicules. Parce que vous connaissez le process d'un véhicule, il y a l'emboutissage, il y a de la tôlerie, il y a de la peinture, puis après il y a le montage. Et en parallèle, il y a tout ce qui est fabrication des groupes motopropulseurs et plus récemment la fabrication des batteries. Sur la partie montage, c'est la partie quasiment la moins automatisée de tous les constructeurs automobiles, pas que pour Renault, puisqu'on est quasiment la plupart du temps à 90% d'automatisation côté tôlerie, 90% d'automatisation côté peinture. Et ça dépend comment on décompte, mais on est entre 5, maximum 10% d'automatisation côté montage. Donc on a eu beaucoup d'espoir quand on a vu la robotique collaborative arriver quant à l'augmentation du taux d'automatisation du montage. Ces espoirs ne sont pas complètement concrétisés, on pourra en discuter, parce qu'on a eu des déboires. Côté mécanique, assemblage mécanique, comme on en parlait juste avant, effectivement, on a des usines d'assemblage mécanique où les robots collaboratifs ont été fortement implantés. Mais vous en avez implanté vraiment réellement sur des usines, vous n'êtes pas en phase d'études? Non, on n'est pas en phase d'études. Là, on a une centaine de robots collaboratifs implantés sur un site comme Cléon. Les moteurs. Voilà, les moteurs. Essentiellement parce que je dirais que l'usine y a trouvé une facilité d'implantation, une facilité de programmation, pas réellement parce qu'ils sont collaboratifs. Alors, on reviendra sur la partie installation. Voilà. Donc, oui, Monsieur Gibaru, donc si vous présentez quelques mots sur votre spécialité. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis professeur aux arts et métiers à Lille. Alors, en fait, on a démarré la robotique sur la thématique de la robotique de précision. Donc, on a fait énormément de travaux avec l'industrie sur le domaine de la robotique de précision. Et en 2011, c'est PSA, désolé, qui est venu nous rencontrer. Ils nous ont dit, voilà, il y a des robots qui sont en train d'arriver sur le marché. En particulier, ils nous parlaient de Universal Robot. Et on s'est intéressé au niveau de l'école, donc sur le campus, à monter une activité autour de la robotique collaborative. Et on mène de front, je dirais, ces deux activités de robotique de précision, robotique collaborative et mobile. Ça va être un petit peu, on présentera peut-être une application tout à l'heure. Et donc, en fait, on a
ancré, parce que l'école des arts et métiers est une école qui est ancrée, on va dire qu'il y a une relation biséculaire avec l'industrie. Et donc, dans ce cadre, on a monté des formations autour de la robotique et de la robotique collaborative. Et donc, on a différents masters et on forme chaque année une cinquantaine d'étudiants dans ces thématiques. D'ailleurs, il y en a qui sont présents dans la salle. Il me semble les avoir vus. Merci. Moi, je voudrais que certains d'entre vous puissent expliquer la différence réelle entre un cobot et un robot et quelles sont les spécificités, parce qu'on parle de beaucoup de cobots qui est malheureusement, on en parle beaucoup, mais qui reste quand même une application très marginale dans l'industrie. La plupart des robots qui sont utilisés sont des robots traditionnels qui vont assez vite et qui ont des performances en fait en termes de portée plus importantes que les robots collaboratifs, mais il s'avère que de plus en plus, les robots qu'on peut dire traditionnels sont équipés de systèmes de contrôle et de sécurité qui leur permettent de travailler dans certaines conditions en collaboration ou en coexistence. Donc, si l'un d'entre vous pourrait expliquer quels sont les différents modes de collaboration qu'on peut attendre d'un robot, parce qu'on peut parler de coexistence, de coopération, et des fois on parle de collaboration, mais parfois il n'y a aucune collaboration. C'est en fait, ils travaillent côte à côte. Ouais. Alors en fait, il y a une norme, c'est une spécification de la norme ISO 15066 qui précise ces différents modes que vous évoquez. Donc il y a on va dire ce qu'on appelle le hand guiding, c'est-à-dire en fait vous tenez le robot, alors ça peut être un robot de grande taille, hein, donc vous avez un mode où vous pouvez manipuler l'effecteur final du robot pour l'amener dans des différentes positions, réaliser des opérations. Il y a ce qu'on appelle, vous définissez des zones, et selon la présence de l'opérateur dans la zone, eh bien, il y aura une vitesse qui va diminuer, voire s'arrêter. Il y a une autre application de la spécification qui concerne ce qu'on appelle le monitoring de la séparation homme-robot, donc en monitoring vitesse-position. D'ailleurs, on a fait un travail commun avec le Fraunhofer IFF à Magdebourg, qui est spécialisé sur cette thématique. Et donc, on a donné un système logiciel qui permet d'aider les entreprises pour justement structurer, dans le cadre de cette collaboration que j'ai évoquée, l'application. Et puis, la dernière, c'est celle qui permet justement en ce qu'on appelle Force Torque Control, c'est-à-dire en fait, on va permettre la collision entre l'homme et le robot selon un process bien structuré au niveau de la norme, et c'est bien spécifié. Bon, évidemment, l'idée, c'est de ne pas blesser l'opérateur ou l'opératrice. Voilà. On reviendra sur les normes et notamment les certifications, mais avant, est-ce que vous pouvez nous préciser, justement, vous, dans quel mode sont utilisés les robots? Est-ce que c'est la coexistence, la collaboration, ou simplement ils sont côte à côte et ils travaillent aux côtés des opérateurs? On a très peu d'applications collaboratives, c'est-à-dire où il y a une réelle interaction entre un opérateur et le robot. On en a. Sur l'usine de bâti, on a un passage câble qui est difficile à faire et le robot amène la goulotte en proximité, mais on en a très très peu. Aujourd'hui, les robots collaboratifs ont essentiellement été utilisés pour deux avantages. C'est leur facilité d'implantation, puisqu'on a moins de sécurité à mettre autour. Oui, c'est les systèmes de sécurité, donc ça occupe moins de place, il y a moins de barrières immatérielles ou matérielles, voilà. Etc. Et puis leur facilité de programmation, parce que avant les autres robots, les robots collaboratifs, certains, je ne vais pas dire, ont proposé des modes de programmation plus simples, et ça a fait baisser le niveau de compétences nécessaires en interne. Et ça, c'est une clé, parce qu'aujourd'hui, notre premier combat, c'est plutôt la compétence. Et le cobot a amené, certains cobots ont amené ça. Et le succès à Cléon dont je parlais, je pense que c'est le premier facteur du succès du robot collaboratif. Mais ça rejoint des chiffres qu'on m'a donnés qui disent que sur les applications collaboratives, parce qu'en fait, il faut préciser que souvent on parle de cobots ou de robots collaboratifs, mais ça n'existe pas un robot collaboratif parce que l'application elle-même doit être collaborative et qui doit répondre à directive machine, etc. Donc, si vous achetez un robot de XY et vous dites c'est un cobot, il est cobot juste parce qu'il y a écrit cobot dessus, mais ensuite il faut l'installer, il faut aller voir, faut réfléchir à l'analyse de risque, etc. Et ensuite, une fois que vous aurez mis tous les éléments de sécurité qui vont bien, on pourra dire que c'est une application collaborative. Mais le robot tout seul, si vous l'achetez, il sera pas jugé. Vous ne pourrez pas l'installer, n'est-ce pas, et le mettre en route et puis dire c'est un cobot. Il y a toutes des règles strictes à suivre. Mais donc juste, je revenais par rapport aux applications, des chiffres qu'on m'a donnés, que la coexistence, donc un robot qui travaille à côté d'un opérateur
mais sans sécurité extrême. On va dire il y a toujours la sécurité moins contraignante qu'un robot classique. 2 tiers des applications. La coopération, un peu moins d'1 tiers, et la réelle collaboration, un peu moins de 10%. Donc c'est pour ça que souvent on parle de robot collaboratif, tout le monde en parle, quoi, surtout ceux qui vendent des robots, mais en fait, finalement, où le robot travaille main dans la main avec un opérateur, je te passe la pièce, je la reprends, etc., c'est plutôt marginal. Et donc, vos applications, vous utilisez dans quel mode, si on peut dire? Donc effectivement, nous, on est dans un cas de coexistence. On a l'opérateur qui fait une tâche différente à côté du robot, et lorsque le robot en a besoin, il vient réapprovisionner en pièces. Donc c'est de la coexistence. Pour revenir sur la facilité de programmation, effectivement, c'est plus simple pour le programmer puisqu'on peut venir à côté, on voit précisément ce qui se passe. Par contre, vu qu'on est sur un robot collaboratif, on a aussi un humain juste à côté qui vient introduire du chaos. Donc, ce n'est pas forcément un élément facilitant. C'est-à-dire que vous avez une partie, c'est assemblage, et il n'y a pas de collaboration. Il fait de l'assemblage tout seul, mais vous l'avez installé à ce poste pour éviter d'installer des barrières ou des systèmes de protection. Tout à fait. Vu qu'on fabrique du matériel médical, on est obligé de travailler en salle blanche, et on a forcément des espaces qui sont limités. Donc l'opérateur, qui fait une tâche complètement différente, il faut qu'il puisse venir facilement à côté du robot pour l'alimenter en pièces, sans qu'on perde de l'espace, sachant qu'un mètre carré de salle blanche, c'est extrêmement coûteux. D'accord. Et l'autre application? Donc pour l'autre application de robot, donc c'est un robot collaboratif que nous avons, mais qui n'est plus du tout dans une application collaborative, puisque nous avons choisi de l'équiper d'une aiguille pour distribuer de la colle. Donc l'aspect collaboratif nous est utile pour le développement, ce qui simplifie. Donc c'est très utile, notamment si on fait une erreur de programmation, puisque ce sont des robots qui vont être capables de détecter les chocs. Donc on va pouvoir évoluer dans des environnements qui sont beaucoup plus encombrés. Mais le robot en lui-même n'est plus dans une application collaborative. Oui, parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on m'a dit aussi, c'est que si vous avez un robot collaboratif et des capteurs, détecteurs que vous voulez qui s'arrêtent dès que vous le touchez, mais si vous lui mettez un couteau ou un laser dessus, ça ne marche plus. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus l'utiliser sans prendre des mesures de protection en rapport avec le danger. Donc, Monsieur Gibaro, peut-être que vous pourrez, en résumé, expliquer quelles sont les exigences quand on veut faire une application collaborative, c'est-à-dire en interaction avec un opérateur. Oui, alors il y a toute une méthodologie, effectivement, vous avez raison, il faut intégrer, parce que s'il a un couteau au bout de l'effecteur final, effectivement, il peut mettre en danger l'opérateur. Et alors, un des modes, c'est par exemple, il ne peut pas y avoir de collision avec la tête. C'est-à-dire que c'est impossible. Il y a des niveaux d'effort qui sont prescrits. Et donc, finalement, quel que soit l'effecteur, déjà, il ne peut pas y avoir d'interaction avec la tête de l'opérateur. Donc ça, il faut déjà l'identifier. Et ensuite, selon, il y a une vitesse maximale. Et en fonction de la situation, vous allez analyser si, par exemple, l'opérateur peut se trouver coincé contre un mur, ou alors s'il est libre, c'est-à-dire que s'il prend un choc, s'il est libre, il va pouvoir reculer, donc avoir un impact moins important. Par contre, s'il effectivement il a une possibilité qu'il se fasse coincer, là, on a des règles qui changent. Là, il y a des règles à suivre, ou c'est l'intégrateur qui va réfléchir au risque dans lequel il peut se trouver. Justement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des outils qui commencent, c'est ce qu'on appelle des Computer Aided Safety, c'est-à-dire en fait, c'est des outils qui vont aider les intégrateurs justement à respecter ces normes, ces problématiques d'effort, de contact possible selon les cas de figure. S'il y a des capteurs, est-ce qu'ils sont au bon endroit par rapport aux applications visées, etc. Et donc en fait, il y a des outils qui se développent autour de ça, et je pense que c'est nécessaire parce que, comme vous le dites, un intégrateur n'a pas forcément l'ensemble des éléments de la norme en tête, et donc il était intéressant qu'il puisse être assisté, comme je pense que Renault le fait dans le cadre de sa numérisation de ses véhicules, eh bien, il y ait des règles métiers qui soient appliquées, applicables et vérifiables. Et est-ce qu'une fois que, disons que l'installation a été faite conformément aux règles,
est-ce qu'il y a une certification à faire ou c'est une sorte de, un peu comme le marquage CE, où c'est l'utilisateur qui définit avec ses responsables que tout a été fait dans les règles de l'art? En fait, il y a des organismes qui viennent vous donner effectivement des conseils par rapport. Alors, je sais que le CETIM le fait, par exemple, ou d'autres. Et donc, ils vous donnent un peu des conseils avec une grille de lecture, une méthodologie aussi, en vérifiant qu'effectivement, vous avez satisfait ou non certains critères. Mais in fine, alors peut-être que Gabriel, tu peux répondre. Je pense Justement, que chez Renault, est-ce que c'est des choses qui ont été compliquées à mettre en place parce que vous en avez développé à chaque fois différemment? Est-ce que chaque fois, il faut faire une étude différente? Alors ça dépend de l'appréhension du risque qu'on a de l'application, mais effectivement, quand on ne se sent pas capable de l'appréhender de par sa complexité, on fait appel à des organismes extérieurs. Quand on achète une application, le fait que la machine soit estampillée CE, et donc on l'exige de l'intégrateur. Après, on intègre beaucoup de robots par nous-mêmes, et là, c'est nous qui nous auto-certifions. Des fois en étant épaulés par un organisme extérieur, et des fois en fonction de la complexité, on se dit que voilà, il n'y a pas de risque, et donc on est capable de s'auto-certifier. C'est-à-dire que le respect de la directive machine, par exemple, vous pouvez acheter le système, la cellule robotisée à un intégrateur et qui vous dit respecte la directive machine. Alors on auditera toujours parce qu'on n'est plus contraignant que la directive machine. C'est-à-dire qu'on a nos propres, normes et on a nos propres services de certification et ainsi de suite qui sont beaucoup plus contraignants que la directive machine. Parce qu'en fait, on a capitalisé tous les accidents qu'on a eus chez Renault. Donc là, je peux vous le dire, on a intégré, on s'est mis à produire des masques dans la crise sanitaire. Donc j'ai été, à un moment, je participais à l'intégration d'une machine de masques chez Renault. Et je peux vous dire que l'intégrateur qui n'avait pas l'habitude de travailler avec nous, on lui a fait très peur parce qu'on a changé sa machine sur l'aspect sécurité. Donc en fait, on est plus exigeant que la directive machine. En fait. D'accord. Et donc, après, une fois qu'on l'a installé, on va dire la programmation, vous avez dit quelques mots, parce que souvent on entend dire ah oui, robot collaboratif, c'est plus. Bon, on parle des robots collaboratifs, je vais parler de ceux qui sont purement collaboratifs, c'est-à-dire que qui sont à même travailler sans barrière, qui ont des capteurs qui permettent à peine on touche le bras, il s'arrête, etc. Parce qu'il y a d'autres systèmes qui sont différents. Donc ceux-là, est-ce que, comme il y a ici sur le salon pas moins de 6 ou 7 fournisseurs, est-ce que l'installation, on en a parlé, mais surtout la programmation et la reprogrammation en cas de l'évolution de l'application, est-ce que c'est entre guillemets aussi simple qu'on nous l'annonce? Donc le robot que j'utilise a 2 modes de programmation. Un où on déplace le préhenseur du robot là où on souhaite qu'il aille, et au final on lui apprend les mouvements. C'est un mode que j'ai essayé et qui ne m'a pas convaincu, puisque c'est moi l'humain qui lui apprend, et j'ai forcément une très grande erreur. Et après, ça se répète sur l'assemblage des pièces. Et j'ai considéré que ce n'était pas une façon robuste de faire. Au final, j'ai développé donc, en faisant du code de façon assez classique. Et vu qu'on a l'aspect collaboratif à côté, donc évidemment, on a l'application elle-même, mais on doit aussi avoir tout le temps en tête qu'à tout moment, un opérateur peut venir faire n'importe quoi sur le plan de travail. Donc, chez Renault, vous avez parlé de compétences tout à l'heure au niveau de la programmation. Oui, clairement, on a eu des robots qui ont baissé le niveau de besoin en compétences, clairement, certains robots. Et clairement, il y a eu un lien direct entre ce niveau de compétences par rapport à installer un robot industriel avec toute sa sécurité, a permis l'explosion du nombre de robots sur le site de Cléon, parce qu'il s'est créé un cluster de compétences qui a permis ça. Vous avez quand même une équipe spécifique, c'est pas n'importe qui va s'aider. Oui, bien sûr, c'est une équipe spécifique qui va être amenée à programmer. Le maintien de cette équipe est beaucoup plus simple, qui fait qu'on peut se permettre de multiplier les robots. On a mis beaucoup d'applications, y compris dans d'autres sites avec des robots collaboratifs. C'est de l'assemblage principalement que vous avez mis en place? Du moteur, oui. Assemblage de pièces. Assemblage de pièces, vissage. Collage d'étiquettes par des robots collaboratifs. On a mis un peu pour du contrôle vision, mais clairement, sur ce site-là, il n'y a pas eu réellement d'échec sur des installations de robots collaboratifs. Sur d'autres sites, on en a eu, essentiellement pour des raisons de compétences, même avec des robots collaboratifs qui avaient des programmations plus compliquées. On avait changé de compétences, c'est-à-dire les programmes étaient plus compliqués à développer. Dès que la personne qui l'avait mis en place changeait de poste, en fait, l'installation périclitait et on finissait par la démonter. Donc on a eu, mais sur du robot classique aussi, ça nous arrive. Donc clairement, pour nous, l'objectif,
c'est d'avoir, dans tous les domaines, pas que la robotique collaborative, là clairement on travaille sur des systèmes de vision, de contrôle vision, on les développe nous-mêmes avec une start-up dans le Nord, là, un système qui s'appelle Pokayoke. On le fait parce qu'on leur a fait un cahier des charges spécifique où on veut que quelqu'un qui n'y connaisse rien, en une semaine, soit capable de programmer et d'installer un système vision. Donc on y arrive avec eux. On rêve de ça pour la robotique. C'est-à-dire de trouver des temps d'apprentissage qui soient de l'ordre de la semaine, pas plus d'un mois, parce qu'on a du turnover dans ces domaines-là, on le sait, c'est des profils très recherchés, et on n'arrive pas à les maintenir. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on freine l'automatisation, ce n'est pas l'intérêt de l'automatisation, c'est la compétence et le maintien de la compétence sur un site. Et est-ce que la programmation par apprentissage, est-ce que c'est utilisé? Non, on ne l'utilise pas non plus. Ah, donc c'est plutôt marketing, ça. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'applications qui peuvent se contenter de ce genre de programmation. Peut-être au niveau de la recherche, parce que justement, j'avais rencontré quelqu'un de l'ENSAM qui avait fait un grand travail. Elle a fait une thèse après sur ce sujet. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et en fait, elle avait développé des algorithmes pour améliorer le guidage des robots pour l'apprentissage par guidage. Oui. En fait, le constat, à travers l'écosystème industriel, on se rend compte que les compétences de programmation ne sont pas forcément présentes dans toutes les industries et que c'est difficile à maintenir. Et en fait, on est parti du constat que peut-être qu'il serait... on a vu un tas de robots qui, suite à, par exemple, la personne s'en va, le robot, il ne fonctionne plus. À partir du moment où il y a un problème, le robot, il n'y a plus personne qui est capable de le mettre en œuvre. Alors, une façon de faire, je pense qu'il y a beaucoup de constructeurs ici, c'est de proposer des langages de programmation plus simples, plus abordables. Il y a beaucoup de startups qui le font aussi, qui progressent sur ces sujets-là. Mais je pense que nous, la réflexion qu'on a menée, c'est plus de se dire, et si on crée des fonctions intelligentes, donc où le système, on lui donne, l'opérateur va lui dire, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, on va lui dire par exemple, ramasse-moi ces pièces, il va lui expliquer, donc un peu comme on le ferait avec un collègue ou un apprenti. Et donc on a créé ce qu'on appelle un iterative task learner, c'est-à-dire en fait un système qui va permettre cette interaction entre l'homme et le robot, et il va lui communiquer du savoir-faire à travers des briques. Alors évidemment ici, à travers des briques d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans le cœur du sujet, où le robot, finalement, on va lui donner une tâche, une fonction d'ordre assez élevé, et il va, par lui-même, éventuellement apprendre, on avait une vidéo, mais je ne sais pas si c'est celle-là qui est présente, mais qui va, par lui-même, apprendre à faire un peu comme, finalement, un apprenti pourrait faire. Et donc, l'opérateur va le guider. C'est-à-dire que, finalement, c'est là où il y a un intérêt, à mon avis, c'est sur, peut-être que Gabriel pourra en parler, mais c'est sur les tâches à faible valeur ajoutée, où là, le robot peut aider l'opérateur sur certaines parties. On regarde aussi en parallèle des aspects liés, en fait on parlait de coactivité, et on regarde en termes de lean manufacturing, on a des travaux de recherche aussi sur ces aspects-là avec Toyota et on en a fait avec PSA, pour comprendre finalement quelles sont les tâches ou les situations qui vont faire qu'il y a un réel gain en termes de productivité, à faire travailler ensemble, surtout vis-à-vis de diversité. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de diversité de production... Et vous avez trouvé certaines tâches qui sont plus rentables sur des use cases, sur des catégories de use cases, effectivement, on démontre qu'effectivement c'est intéressant et qu'il y a par rapport à un taille donné, sur des types de situations, d'opérations données, on peut très clairement montrer l'intérêt du robot et sa coactivité avec l'humain. Voilà, donc pour résumer, deux actions claires autour de briques d'intelligence artificielle pour faire de l'interaction robot, ce qu'on appelle l'interaction multimodale, et puis aussi un aspect plus lean manufacturing. D'accord. Donc, Monsieur Morvan, si vous pouvez donner des conseils à un collègue ou à une entreprise, vu que vous aviez expérimenté 2 robots que vous avez installés, que vous utilisez depuis un certain temps, qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil pour le mettre en œuvre et l'utiliser? Alors, effectivement, pour apprendre la robotique,
Je pense qu'un robot collaboratif, c'est bien pour mettre un premier pied, puisque ça va être très permissif. Par rapport, justement, on va être à côté, et si on se prend un coup, on n'est pas mort, donc on va pouvoir continuer à développer. Dans mes conseils, je pense l'apprentissage, même par IA, j'ai encore des doutes pour la précision, les cadences. Effectivement, si un jour c'est robuste, ce serait génial. Mais bon, j'ai des doutes. Et au niveau de mes conseils, c'est qu'il faut aborder la robotique collaborative comme de la robotique classique, donc c'est-à-dire avec de la programmation classique et une approche classique. Est-ce que finalement, au final, vous êtes satisfait de votre déploiement? Vous avez, au niveau de rentabilité, efficacité, ou il y a encore beaucoup d'améliorations? Vous parlez des gains d'espace dans les salles blanches. Est-ce que finalement c'est juste ça que vous avez obtenu? Vous avez quand même eu des gains au niveau de la qualité, au niveau de la cadence de travail, ou des choses comme ça? Donc oui, on a un gain. Alors un gain d'espace, non, puisqu'un robot collaboratif prend plus de place qu'un humain, puisqu'on remplace une application qui a été réalisée par un humain. Après, on gagne forcément en précision et en répétabilité. Par contre, au niveau de la cadence, j'utilise un robot qui va à 1,5 mètres par seconde, donc qui est rapide pour un robot collaboratif, mais malgré tout, on me demande souvent, il pourrait quand même pas aller plus vite. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des entreprises qui n'ont pas encore franchi le pas et qui se posent des questions? Comment s'y prendre? Comment y réfléchir? Quelles questions se poser? La première question, c'est... déjà, s'ils n'ont pas franchi le pas en automatisation, effectivement, première approche robotique, c'est une très bonne approche de commencer par un robot collaboratif. Plus pour l'apprentissage et la courbe de montée en compétences. Après, il faut se poser la bonne question, pourquoi j'automatise? Et nous, la réponse, elle est simple chez nous. On automatise pour de la qualité, pour de l'ergonomie et pour de la productivité. Et je dirais qu'à aujourd'hui, la productivité sur le robot collaboratif, on ne la trouve pas. On la trouve uniquement... À cause de la vitesse limitée. À cause de la vitesse limitée. Je prends l'exemple, si on mettait des robots collaboratifs pour prendre des pièces, un humain, il en prend 20 par minute, en gérant la diversité. Jamais un robot collaboratif fera ça. Ils ne doivent pas dépasser 1,5 mètre par seconde, je crois. 250 mm par seconde. 250 mm par seconde, la vitesse maximum. On arrive à trouver des use cases par effet de seuil. C'est-à-dire, imaginons qu'on ait un poste qui n'est pas chargé, qui est chargé à 10%. Là, le remplacer par un robot collaboratif, il est capable de faire la tâche, il remplace un opérateur que de toute façon on aurait payé à 100%. On a des effets de seuil, on a la qualité, la répétabilité. Il est certain qu'on a des opérations qui demandent une très forte dextérité. Si on met un robot, on n'a plus besoin de former l'opérateur et de maintenir cette dextérité. Et on a des sites partout dans le monde, dont certains avec des très forts turnovers. Donc, quand on a un très fort turnover et un besoin de dextérité, on préfère automatiser. D'accord. Et puis l'ergonomie, il y a des gestes, et d'ailleurs on pourra peut-être mettre le film quand le robot... Ouais, j'y pensais, parce que là on nous a dit que c'est la fin, parce que les robots, comme vous êtes des utilisateurs depuis des années pour vous, et je sais pas, quelques mois ou un an, je pense qu'ils pourraient donner beaucoup tenir toute la journée pour vous expliquer. Mais là, il y a un film intéressant que monsieur va commenter pour terminer. Donc en fait, c'est un projet européen. Je ne sais pas si le film peut démarrer. C'est un projet européen qui a été réalisé entre les Arts et Métiers, Renault et Thales et plein d'autres. Donc c'était piloté par les Arts et Métiers, mais plein d'autres universités européennes. Et c'était un peu notre lettre au Père Noël, faut être clair. Notre but, c'était d'être capable, là, vous voyez, dans un master, d'aller faire l'opération de vissage de cloison avec des opérateurs autour. Au début, on rêvait de faire la totalité de l'opération du vissage de la cloison, mais comme c'est un robot collaboratif, il était impossible de le faire dans le temps de cycle. Et là, le robot collaboratif a rempli sa fonction, c'est-à-dire de faire la partie non ergonomique de la tâche. Il va aller visser les vis les plus inconfortables à visser. Qui sont au bas de la cloison. Vous imaginez bien que pour un opérateur, se mettre à genoux et aller visser là, c'est très désagréable. Donc l'opérateur, il a juste à poser les vis sur le petit robot qui est AGV et mobile. Et vous avez un capteur en haut qui a été développé par le Fraunhofer, je crois, qui assure la sécurité.
et il est blindé d'intelligence artificielle. Vous allez voir sur la vidéo qu'il est capable de faire la différence entre les mouvements du robot et l'apparition d'un humain. Vous voyez que c'est rouge quand c'est un humain sur les pixels et que tous les autres mouvements ne le gênent pas. Donc ça, c'est un peu notre lettre au Père Noël dans le futur. Un robot mobile, flexible. Ça, c'était un prototype de recherche avec l'ENSAM. Voilà, qui a été fait et financé par l'Europe. Oui, en fait, c'est un projet qu'on a monté avec 11 partenaires et 5 plusieurs constructeurs automobiles ou... il y avait 2 end-users qui étaient Renault et Thales Alenia Space, qui est basé à Cannes, qui fabrique des satellites. Et donc on avait un use case Renault complexe où il fallait faire monter effectivement un système on est parti d'une feuille blanche, donc de faire monter un système dans un camion et on voit le résultat. Et on avait aussi une autre application sur l'utilisation des robots collaboratifs mobiles, donc sur base mobile, pour réaliser de l'aide, donc c'est ce qu'on appelle la troisième main, qui permet au fait aux opérateurs de porter des pièces en 0G et venir faire des assemblages on va dire sans effort, de faire du transfert de pièces entre ateliers en sécurité dans une zone. Donc on a fait ça en zone blanche, enfin en salle blanche, pardon. Et puis une autre opération de kitting, alors pour le coup sur en utilisant des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de créer des kits, parce que créer un kit, on va dire que tout le monde sait faire, c'est facile, sauf qu'il ne faut pas se tromper quand on met ça sur un satellite, parce qu'une fois que c'est parti, on ne peut plus y retoucher. Et donc l'idée, c'était que, finalement que cette opération, qui était une opération à faible valeur ajoutée, eh bien, on a démontré que effectivement, les opérateurs n'ont pas forcément la conscience, enfin, de la formation adaptée, parce que c'est des formations spécifiques. Et donc, on a démontré qu'effectivement, on était capable de créer ces kits pour les amener au poste de montage des satellites. Voilà, c'était les 2 grosses applications. Donc, ça a été un beau projet collaboratif pour faire de la robotique collaborative et mobile. Voilà. Et pourquoi vous dites que c'est quelque chose qui est un peu votre rêve et qui ne sera pas tout de suite? Parce que concrètement, c'est difficilement clairement, c'est notre rêve parce que c'est pas disponible. Là, le capteur de safety, il n'est pas qualifié. Donc, d'accord. Je ne sais pas à quelle échéance. Je sais qu'ils travaillent dessus pour le qualifier, mais c'est ce genre de collaboration dont on... c'est qu'il y a des produits qui sont intégrés sur ce robot mobile qui n'existent pas sur le marché, qui ne sont pas certifiés. D'accord. Et le dernier qu'on ne voit pas, dans la dernière ligne de la lettre au Père Noël du cahier des charges, c'est que ça soit programmable par quelqu'un qui a très peu de compétences. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour nous avoir donné un éclairage sur le monde des cobots et en plus, on a vu un exemple de ce qui pourra se faire dans les mois ou les années à venir. On verra. Merci à tous. Bonne fin de salon. Merci.